La plupart du temps, le mécanisme est bien réglé. Un échange de whisky canadien contre des dollars américains. Rocco Perry est un contrebandier d'alcool qui a la réputation d'un gangster. Les échecs occasionnels font partie des risques du métier. Police, put your hands up. Comme il a les autorités dans sa poche et que le public a besoin de sa marchandise, Rocco Perry sait que la loi ne peut presque rien contre lui. Demain matin, il sera à nouveau libre. On peut se permettre d'être suffisant lorsqu'on est le patron. Rocco Perry a été le premier chef majeur de la mafia. Il était une vedette, comme Capone à Chicago. Il était le Al Capone du Canada. Rocco Perry n'a que 16 ans lorsqu'il immigre au Canada au début du XXe siècle. Rocco Perry est arrivé par bateau. Il était pauvre et il est venu au Canada, dans le sud de l'Ontario, car beaucoup de ses amis calabrais se rendaient là. Il n'avait aucune éducation ni aucune compétence. Il s'installe sous la protection d'un gouvernement indifférent dans l'infâme quartier Saint-John, où vivent des milliers d'immigrants désespérés. Ce quartier de Toronto était une zone d'arrivée pour les nouveaux immigrants italiens et juifs, qui étaient les deux groupes principaux qui le peuplaient. D'autres nationalités y vivaient également. Toronto est une ville champignon dont la croissance se fait sur le dos de la main-d'œuvre bon marché. Le Nouveau Monde offre très peu de possibilités aux travailleurs non qualifiés. Mais Rocco entrevoit une lueur d'espoir au-delà de cet asservissement. Quelques Italiens de Saint-John ont un certain pouvoir. Rocco demande une entrevue avec Joe Mussolino, un homme respecté de tous. Joe Mussolino dirige une organisation criminelle secrète. Ses opérations sont à Toronto, mais son gang a ses racines dans le village natal de Rocco. La mafia. Pour certains Italiens du Sud, les soldats de la mafia sont encore des figures héroïques, une armée du peuple qui défend les opprimés et attaque un gouvernement corrompu. Les gens avaient l'impression que l'État était absent de ces territoires. Ils voyaient le gouvernement comme un percepteur d'impôts qui ne faisait rien pour son peuple. Et cela a entraîné la création d'organisations comme la mafia. Ces gens se nomment la Société de l'honneur ou le protecteur du peuple. Rocco connaît la légende de l'armée du peuple. Il sait que s'il travaille pour Mussolino, il opprimera ses compatriotes immigrés de l'Italie. Mais le salaire d'un homme de main est bien meilleur que celui d'un ouvrier. Il a travaillé pour Joe Mussolino et cela lui a permis d'apprendre les rudiments des criminels de bas étage. À cette époque, la mafia est souvent appelée la main noire, car elle donne un coup de main contre rétribution que vous le vouliez ou non. Les proies de la main noire sont les faibles et les vulnérables. Elle envoie une lettre d'extorsion suivie de muscles et d'une personne comme Rocco. La nouvelle recrue fait la tournée des commerçants du quartier Saint-John. Il perfectionne ses techniques de persuasion, de la raison et du charme, aux menaces et à la brutalité. Rocco Perry était un personnage résistant.
Très doux et agréable, il vous serrait amicalement la main et vous donnait une petite tape sur l'épaule. Tout le monde aimait Rocco. Tout le monde craignait Rocco, car si vous ne jouiez pas son jeu, il pouvait vous arriver malheur. Rocco est encore un voyou de la rue quand sa vie prend une autre direction. Il loue une chambre à quelqu'un d'encore plus ambitieux et perfide que lui, Bessie Starkman. Bessie Starkman était une juive russe qui s'était installée dans le quartier St. John. Elle était mariée et avait 2 petites filles. Elle a pris un pensionnaire pour arrondir ses fins de mois. Ils sont rapidement devenus amants. Ils sont tombés amoureux. La propriétaire qui s'ennuie prend pour amant le sympathique gangster. Voilà une histoire d'amour de roman bon marché. Il connaît le monde criminel et elle a de la détermination à revendre. Bessie s'est épanouie avec Rocco. Cette relation était une combinaison parfaite. Le mariage de Bessie est un simple inconvénient. Le vrai problème, c'est que Rocco a des ennuis. Il y a eu un meurtre spectaculaire sur la rue Front. Une lettre de Rocco Perry a été retrouvée sur la victime et il s'agissait d'un assassinat fait pour le compte de Mussolino. Joe Mussolino, l'homme qui avait engagé Rocco, se sauve en Italie. Rocco quitte aussi Toronto avec un nouveau partenaire. Il l'a convaincue de quitter son mari et ses 2 fillettes afin de fuir avec lui. Et ils ne fuyaient pas vers un avenir prospère. Ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Rocco et Bessie vont à Hamilton et changent de carrière. Au lieu d'extorquer de l'argent aux pauvres, ils se mettent à leur vendre ce qu'ils désirent. Rocco et Bessie ont ouvert un petit magasin au centre-ville de Hamilton. Ils ont gagné un peu d'argent grâce à ce petit commerce. L'essentiel de leur clientèle est composé de célibataires qui travaillent à l'acierie. Ils viennent au magasin pour y boire illégalement de l'alcool qu'on leur vend 10 sous le verre. Pour l'ouvrier, la bière était l'un des rares plaisirs de sa dure existence. Il travaillait pour une bouchée de pain et après ses 70 heures de dur labeur, il se reposait en buvant de l'alcool. En 1915, comme les hommes réclament d'autres divertissements, on leur offre des paris et de la prostitution. Bessie s'occupe de la gestion de la richesse grandissante du couple. C'est une belle époque. Rocco est au Canada depuis un peu plus d'une décennie, il a gagné de l'argent et Bessie est enceinte de lui. Cependant, la société ontarienne est très collet-montée et ne voit pas d'un bon œil ce couple heureux. Au moment où la ville accueille une importante vague d'immigrants, de nombreux groupes de défense de l'ordre moral voient le jour. Ils orchestrent des campagnes visant à opposer la population anglo-saxonne et protestante, qui est majoritaire, au quartier des immigrants. Un mouvement pour la sobriété, composé essentiellement de femmes protestantes, veut protéger la nation contre les abus d'alcool et les néo-canadiens comme Rocco et Bessie qui vendent cet alcool.
Elle donnait l'impression que l'alcoolisme était relié à l'immigration, que ce problème n'était pas celui de la société canadienne, qu'il provenait de l'extérieur. Cela a fait une très mauvaise impression sur les communautés ethniques. Méprisant ce mouvement, Rocco forme un gang afin d'accroître la vente d'alcool au-delà de son magasin. Bessie voit sa grossesse comme un problème. Elle craint qu'un enfant lui nuise ou lui fasse perdre ses moyens. Il est difficile de savoir si Bessie désirait vraiment cet enfant. Elle en avait déjà eu 2 qu'elle avait abandonnés. Elle travaillait beaucoup et je crois qu'un enfant aurait nui à ses affaires. Bessie met son enfant au monde, mais il meurt mystérieusement peu après sa naissance. Rocco aurait fait un bon père, mais on ne lui a pas laissé cette chance. Le mouvement pour la sobriété a gagné. L'alcool est maintenant illégal. La Première Guerre mondiale a été l'élément déclencheur. Chaque jour, des milliers d'hommes mouraient sur les champs de bataille. L'arrêt de la vente d'alcool pendant la guerre était un petit sacrifice à faire. Et cette vente pourrait reprendre une fois la paix rétablie. Du moins, c'est ce que certains voulaient. Bien que beaucoup de gens appuyaient le mouvement pour la sobriété, qu'ils avaient signé la pétition réclamant la prohibition, en réalité, les gens voulaient pouvoir boire de l'alcool. Le gouvernement a élaboré une loi qui fait de tout citoyen qui boit de l'alcool un criminel. La prohibition a changé le monde interlope de la même manière qu'une guerre civile change une nation. La prohibition a été l'élément décisif de l'histoire du crime organisé. Elle lui a permis de créer des réseaux. Et ces réseaux ont été mis sur pied par Rocco Perry dans les années 1920. Les gangsters sont alors devenus ceux qui fournissaient à la société ce qu'elle voulait, ceux qui vous aidaient à vous détendre à la fin d'une dure journée. Rocco Perry est au bon endroit, au bon moment. Son organisation est en place et il est prêt à devenir le roi des contrebandiers d'alcool. Pour certains, la prohibition est une interdiction noble. Pour d'autres, elle est une loi insensée et inexécutable. Mais pour le crime organisé, elle est un élément décisif. Le gouvernement a dit « Vous ne devez pas boire » et 40 millions d'Américains se sont abstenus de boire de l'alcool. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie au Canada et aux États-Unis autour de l'alcool. Il était interdit d'en boire dans tous les États et dans certaines provinces canadiennes, mais les juges, les sénateurs, les députés et toutes sortes de gens influents en buvaient. Aux États-Unis, l'industrie de l'alcool, qui générait 1 milliard de dollars, est virtuellement anéantie du jour au lendemain. Au Canada, les distillateurs peuvent encore en produire légalement, mais seulement pour l'exporter. Afin de vendre leurs produits aux États-Unis, les distillateurs ont besoin d'agents, et Rocco et Bessie ont besoin de leurs produits. D'étranges relations d'affaires se créent donc entre les fabricants d'alcool bien établis et les apprentis contrebandiers. Afin d'obtenir les importantes quantités d'alcool qu'ils voulaient distribuer aux États-Unis, ils avaient besoin de la complicité et de l'aide des principaux distillateurs.
De grosses sommes étaient en jeu et d'importants fabricants d'alcool effectuaient des transactions avec les gangsters. Rocco Perry, jadis un ouvrier sans sou, ferait maintenant avec les piliers de la société. En moins d'1 an, l'alcool de Rocco coule à flot dans les bars clandestins de la côte Est et du Chicago d'Al Capone. Ils utilisaient des voitures et des camions afin de traverser la frontière à Windsor. Ils utilisaient de gros chalutiers pour se rendre au port de Boston et de New York, où ils déchargeaient leur cargaison. Les Américains étaient toujours heureux de recevoir de l'alcool canadien. Rocco leur en vendait, je crois, environ 1000 caisses par semaine et se faisait un profit de 40 $ la caisse. Nous savons qu'il gagnait environ $1 million par mois. C'est beaucoup d'argent, mais il avait à payer beaucoup de gens. En 1922, Ce trafic a permis aux gangsters d'accumuler des fonds afin d'acheter des politiciens, des juges et des armes. Cet argent a transformé ces voyous de rue en citoyens respectables d'envergure internationale. Il y avait une chansonnette qui circulait à l'époque aux États-Unis et qui disait à peu près ceci. Quelques Yankees, plutôt assoiffés, se sont rendus au Canada pour acheter une caisse de whisky. Après avoir ouvert les bouteilles, ils se sont écriés « Au diable le président, vive la reine !» le roi des contrebandiers d'alcool se rend souvent dans le quartier Saint-John, où il partage sa bonne fortune avec ses compatriotes italiens. Rocco Perry était très généreux. Il adorait faire des cadeaux. Bessie s'est épanouie avec Rocco. Elle adorait l'argent, le pouvoir, et elle aimait bien en faire étalage, contrairement à beaucoup de dirigeants de la mafia qui vivent dans la pauvreté, afin d'éviter d'attirer l'attention avec d'imposantes demeures. Mais pas Bessie. Avec son nouveau manoir de 19 chambres, elle met derrière elle son passé d'immigrante. L'argent et le pouvoir sont les nouvelles passions de Bessie. Ils s'aimaient probablement encore, mais la passion n'y était plus. Ils étaient devenus des associés en affaires. Ses affaires sont florissantes, mais Rocco désire autre chose, fonder une famille. Il a rencontré Olive Routledge, une séduisante jeune femme qui est devenue sa maîtresse. Elle était folle amoureuse de lui, probablement encore plus que Bessie. Au début, Bessie accepte cette petite aventure de Rocco. Mais son histoire avec Olive Routledge est assez sérieuse. C'était la fille d'un cultivateur, très jolie, dans la jeune vingtaine. Rocco avait une quarantaine d'années. Il était très attiré par elle. Olive a eu 2 petites filles de lui. Bessie se rend compte que la deuxième famille de Rocco menace dangereusement son bien-être si difficilement gagné. Rocco voulait subvenir aux besoins d'Olive car elle ne pouvait plus travailler. Bessie a refusé. Elle ne voulait pas qu'il lui donne de l'argent. Elle avait beaucoup d'ascendant sur lui et ne lui permettait même pas de prendre soin de ses enfants. Olive est désespérée. Elle se rend à Hamilton afin de défier Rocco, mais Bessie intercepte ses appels. Elle lui affirme que Rocco ne veut plus entendre parler d'elle. Désespérée, Olive est convaincue que Rocco l'a abandonnée. Elle ne peut plus prendre soin de ses enfants et subvenir à leurs besoins.
Cette femme était tellement désespérée qu'elle s'est jetée en bas du 7e étage de la banque de Hamilton. Quand Olive Rutledge s'est suicidée, les journaux en ont parlé. C'était une histoire sensationnelle, mais pour différentes raisons, beaucoup de détails sur Rocco Perry n'ont jamais été publiés dans les journaux. La presse n'est pas à l'aise avec le fait de rapporter le lien de Rocco avec ce suicide. Rocco est populaire, influent et vengeur. Toutefois, il n'est pas invulnérable. Un jeune gangster américain a l'œil sur le succès de Rocco et se prépare à envahir le monde interlope canadien. La guerre des gangs éclate en 1922. Des familles rivales de la Calabre et de la Sicile luttent pour s'approprier la contrebande à la frontière de Niagara. Dans le sud de l'Ontario et l'ouest de l'État de New York, beaucoup d'associations membres de la mafia voulaient prendre la direction des opérations. De nombreuses personnes sont mortes lors de cette guerre. Lorsque des hommes puissants s'affrontent pour l'obtention du pouvoir et de la richesse, c'est inévitable, il y a de la violence. En outre, il s'agissait d'une période particulièrement violente et de personnes tout aussi violentes. Un puissant gang de Siciliens attaque le territoire de Rocco, juste de l'autre côté de la frontière, à Buffalo. Stefano Magaddino a eu des débuts modestes comme membre d'un gang de New York. Il a fui cette ville lorsqu'il s'est senti en danger et il s'est établi dans la région de Buffalo. C'est de là qu'il a pris la direction de tout l'ouest de l'État de New York. On le surnommait l'entrepreneur de pompes funèbres, pas seulement à cause des nombreux cadavres qui jonchaient son parcours, mais aussi parce qu'il était propriétaire d'un salon funéraire bien légitime. Il a inventé le cercueil à double fond. Le cercueil de certains clients légitimes avait un double fond dans lequel était caché, à l'insu de la famille du défunt, le cadavre d'une victime de la guerre des gangs. C'était une époque sanglante, et tout cela pour le monopole de la contrebande d'alcool. Il y avait des rivalités entre les familles. Magaddino était établi à Buffalo et Rocco Perry était le chef du sud de l'Ontario. Les rivalités du vieux continent se retrouvent dans les cafés de New York. Les Siciliens appuient Magaddino, tandis que les Calabrais sont du côté de Perry. Personne ne fait confiance à qui que ce soit. Aucune preuve ne démontre que Rocco Perry a tué des gens, mais beaucoup d'indices indiquent qu'il a été impliqué dans des centaines de meurtres. La guerre de la contrebande d'alcool fait rage pendant 3 sanglantes années. Beaucoup de cadavres sont abandonnés sur le plateau de Hamilton ou dans les buissons du côté américain de la frontière. En 1924, le gang de Perry est décimé et celui de Magaddino est pratiquement anéanti. Ils doivent donc négocier la paix. La guerre a eu des conséquences néfastes sur les affaires et la réputation de Rocco. Il décide donc de refaire son image. Habituellement, les contrebandiers d'alcool travaillent dans l'ombre. Néanmoins, Rocco accepte de rencontrer un journaliste du Toronto Star. Il y avait eu tellement d'assassinats et la rumeur voulait qu'il soit derrière ces meurtres. Il devait renverser cette situation négative. Ils ont accordé une entrevue à Dave Rogers dans leur somptueuse demeure. Bessie était richement vêtue.
Le journaliste a lancé « On dit que vous êtes le roi des contrebandiers d'alcool ». Rocco n'a rien répondu. Il était évident qu'il se plaisait dans ce rôle. M. Rogers lui a également posé des questions sur la guerre de la contrebande de l'alcool. Il a hésité, puis Bessie lui a dit « Raconte-lui, Rocco. Après tout, tu es le roi des contrebandiers d'alcool. Tu dois être au courant. » Le journal du lendemain s'envole dans quelques minutes, même si les vendeurs en demandent 2 $ au lieu de 25 cents. Cela fit sensation. Il a déclaré « Je suis le roi des contrebandiers d'alcool » et ce fut comme une gifle au visage des gouvernements ontariens et canadiens. Cependant, la police ne peut pas arrêter Rocco seulement parce qu'il a affirmé qu'il était un bootlegger. Elle a besoin de preuves, mais personne n'est prêt à parler. Néanmoins, Rocco s'est inutilement compromis. Il permet aux journaux de faire leur chou gras lorsque les choses vont bien, mais aussi lorsqu'elles vont terriblement mal. Un autre coup dur a frappé l'image de Rocco lors du scandale de l'alcool empoisonné. Il ne contrôlait pas vraiment la qualité de l'alcool qu'il vendait. C'était de l'alcool de bois pur, du méthanol, un poison mortel. Une cuillère à thé de ce produit peut vous tuer. Le 21 juillet 1926, les gens commencent à mourir. À Buffalo, les fêtes du week-end tuent 13 personnes. En Ontario et dans l'ouest de l'État de New York, au cours des 2 jours qui suivent, 32 autres victimes subissent une mort atroce. Ce scandale a indigné le Canada et les États-Unis en entier. L'image de Rocco Perry et tous ceux impliqués dans la contrebande d'alcool en a pris un coup. Les protestations du public forcent les autorités à accuser Rocco de meurtre, qui reçoit le coup sans sourciller. Il a acheté la police sous certains juges et a menacé ses rivaux. En outre, il avait été assez prévoyant et avait mis beaucoup de personnes entre lui et les actes accomplis. Lors de l'enquête sur les empoisonnements par l'alcool, certains de ses lieutenants ont été arrêtés, mais personne n'a dénoncé Rocco. Il préférait aller en prison. L'accusation contre Rocco est rejetée, mais la presse et le public le perçoivent désormais comme un meurtrier. Je crois que certains se sont fait une image de lui plus sinistre, car des gens étaient morts, sa réputation était ternie et le gouvernement subissait plus de pression. Il a gagné devant les tribunaux, mais il a défié le gouvernement et vendu de l'alcool empoisonné. Le gouvernement fédéral ordonne qu'une enquête soit menée. Finalement, une commission royale a été instituée afin d'enquêter sur la contrebande d'alcool. Bessie et beaucoup d'autres ont dû témoigner. Rocco Perry était l'un des témoins vedettes. Perry se fait plus contrit. Il nie plus d'une décennie de transactions louches entre les distillateurs et les gangs de contrebandiers d'alcool. Lors de son témoignage, il a affirmé qu'il ne possédait que 9 $ dans son compte de banque. Ils en ont trouvé plus de 900 000. Ils l'ont finalement arrêté pour parjure. En fait, Rocco a menti afin de protéger Bessie. C'est elle qui est responsable des finances du gang et les membres de la commission visent les registres des comptes. Si les deux se retrouvaient en prison, le gang serait sans chef. En quelque sorte, elle était le lieutenant principal de la famille. On était loin du stéréotype du chef de la mafia. Habituellement, le numéro 2 du gang n'est pas une femme. Pour la première fois de sa vie, Rocco Perry se retrouve en prison et laisse son pouvoir entre les mains de sa conjointe. Pendant que Perry est en prison, le gouvernement abroge l'impopulaire loi sur la prohibition. C'est maintenant l'État qui régit la vente de l'alcool. Les gangsters ont besoin de trouver une nouvelle source de revenus.
Bessie Starkman se tourne donc vers le trafic de stupéfiants. Rocco Perry étant en prison, Bessie Starkman dirige maintenant une des plus puissantes organisations criminelles qui existent. Son instinct la pousse vers une nouvelle entreprise extraordinairement rentable qui représente l'avenir du crime organisé, le trafic de stupéfiants. L'ancienne mafia affirme toujours qu'elle n'a jamais touché à la drogue. En réalité, elle était impliquée jusqu'au cou dans le trafic de stupéfiants. Après la prohibition, c'était la seule façon de gagner beaucoup d'argent. Aux États-Unis, après la prohibition, le monde des gangsters s'organise à nouveau. Une nouvelle génération de parrains américains consolide les affaires à l'échelle nationale. Ils nomment leur nouvelle organisation la Cosa Nostra, notre affaire. Le rival de Rocco Perry, Stefano Magaddino, est nommé chef de la famille de Buffalo. On pourrait croire qu'il s'agit d'une région éloignée des centres. La Cosa Nostra fait fi du potentiel du nord de la frontière, mais pas Magaddino. Rocco rentre à Hamilton après 6 mois de prison. Il n'est pas à l'aise avec le trafic de stupéfiants de Bessie, même s'il génère d'énormes profits, mais n'intervient pas. Vers 1930, ils étaient considérés comme les plus importants distributeurs de narcotiques au Canada. Ils dirigeaient un vaste réseau d'importation et de distribution de drogue qui s'étendait d'un océan à l'autre. C'était tout un empire. Bessie effectuait des transactions avec les dirigeants de la mafia et certains gangsters juifs de New York. Elle a fait affaire avec Arnold Rothstein, l'homme qui avait arrangé le championnat de baseball de 1919. Cependant, Bessie commence à avoir des ennuis. Rothstein n'a plus la cote. La Cosa Nostra est en train d'éliminer la vieille garde. L'avenir est entre les mains de gens comme Stefano Magaddino. Rocco laisse le trafic de stupéfiants à Bessie. Depuis sa libération, il se rend souvent à Bancroft, en Ontario, afin de voir ses 2 filles. Il subvient secrètement leurs besoins depuis le suicide de leur mère. Les 2 fillettes étaient élevées par leurs grands-parents. Rocco allait les visiter à Bancroft. Le propriétaire du cinéma se souvient d'eux. Il dit qu'il était aisé de reconnaître Rocco Perry, qui sortait avec ses 2 filles et prenait bien soin d'elles. Rocco, le père de famille, ne s'entend pas bien avec Bessie, qui a des ennuis en affaires. À New York, le changement de garde continue. Bessie effectue une transaction de 300 000 $ avec Arnold Rothstein. Quelques semaines plus tard, on le retrouve mort, assassiné. Les nouveaux patrons de la mafia ordonnent à Bessie de les payer, mais elle refuse. Bessie Starkman avait une volonté de faire. Elle faisait les choses comme elle l'entendait. Elle était coriace. Elle était impitoyable lors de ses transactions avec les gangsters. Comme elle était femme, juive, et qu'elle avait abandonné ses enfants, beaucoup ne la respectaient pas. Ils la craignaient, mais ne la respectaient pas. Pour que votre succès dure, vous devez être à la fois craint et respecté. Stefano Magaddino est craint et respecté. Soutenu par la Cosa Nostra, il projette de prendre la direction des affaires de ses vieux rivaux, les Perry. Grâce à la violence et à l'absorption de gangs au sein de son organisation, Magaddino est devenu très puissant dans le sud de l'Ontario. Il était comme une grosse machine qui écrasait les petits joueurs qui choisissaient de ne pas lui céder.
Bessie portait très peu d'attention aux traditions de la société d'honneur. Elle se contentait de faire rouler les affaires. Lorsqu'elle devait donner des ordres et se faire obéir, elle était impitoyable. En outre, elle a commandé l'assassinat de certaines personnes. Le 13 août 1930, la Cosa Nostra vient régler ses comptes avec Betty Starkman. La Cosa Nostra s'établit et organise le monde du crime. Elle entreprend un grand nettoyage des deux côtés de la frontière. C'était Bessie qui était impliquée dans le trafic de stupéfiants. Lorsque la contrebande d'alcool a ralenti, c'est elle et non Rocco qui a dirigé cette affaire. Il n'existe aucune preuve que Rocco était impliqué dans la drogue. Il semblait être contre cette idée. C'est elle qui s'en occupait. C'est elle qu'on visait, pas Rocco. Le monde de la drogue est beaucoup plus violent que celui de la prohibition car le marché et les règles du jeu sont différents. Je crois que si elle s'était cantonnée à la contrebande d'alcool, elle aurait été moins en danger. Si les hypothèses sur son assassinat sont fondées, elle aurait manqué à sa parole concernant une transaction de drogue, ce qui la rendait plus vulnérable aux représailles. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi la maison et la route qui menait au plateau de Hamilton. Des milliers se sont entassés dans le petit cimetière juif. La foule était telle qu'à plusieurs reprises, Rocco s'est presque fait pousser dans la fosse. Malgré les apparences, Rocco et Bessie étaient, à leur étrange façon, un couple uni. Il est tombé dans une dépression grave qui a duré 2 ans. Ses affaires se sont effondrées. L'empire de Rocco Perry s'écroule. Il a perdu espoir. Dans le milieu, peu s'attendent à ce qu'il récupère. Rocco Perry offre une récompense en échange de renseignements sur les assassins de Bessie, mais en vain. C'était un meurtre parfait. La police n'a jamais réussi à retrouver l'assassin ni ceux qui avaient comploté ce meurtre. Rocco semble fini. La prohibition a été révoquée et son entreprise de contrebande d'alcool est en ruine. Bessie est morte en emportant son trafic de stupéfiants. Beaucoup de membres de l'organisation de Rocco le laissent tomber. Il a fait une dépression et ne s'en est sorti qu'au milieu des années 30, lorsqu'il a rencontré Annie Newman, une autre femme énergique de la communauté juive de Toronto. Il semblait avoir un faible pour les femmes juives dominantes. Côté affaires, ça lui a réussi, en général. Elle a pris les choses en main. Elle a pris la direction des gangs et a acheté les autorités. Annie était une grande organisatrice. Il tentait de reconstruire son empire et de réintégrer les rues de Hamilton. Évidemment, ça ne plaisait pas aux gens qui menaient bien leurs affaires sans lui. En 1934, la maison de Rocco est dynamitée et en 1938, il sort indemne de l'explosion de sa voiture. Cependant, avec l'aide d'Annie Newman, sa nouvelle épouse, sa confiance renaît. Rocco est convaincu qu'il peut reconquérir son territoire. Elle lui a insufflé une nouvelle énergie. Ils se sont mis à la contrebande d'or,
Ils ont acheté les agents des douanes de Détroit, de Windsor et d'un peu partout. Ils étaient impliqués dans de nombreuses activités criminelles. La police reprend du service contre Rocco et sa complice. En 1940, Annie Newman est arrêtée pour contrebande d'or, au moment où le Canada entre en guerre. Dans la fureur de la Deuxième Guerre mondiale, Rocco et des centaines d'immigrants italiens sont arrêtés et accusés d'être fascistes. La GRC savait que Rocco Perry n'était pas un fasciste, mais c'était la seule raison dont elle disposait pour pouvoir l'arrêter. La justice canadienne a mis 25 ans à écrouer Rocco. Il est emprisonné à une base de l'armée dans le nord de l'Ontario. Des membres de son ancien gang ont aussi été arrêtés. Beaucoup de contrebandiers d'alcool ont été emprisonnés. Il y en avait 4 ou 5 de St. Catharines, de Hamilton et de Niagara Falls. Le fascisme était la seule raison pour laquelle ils pouvaient les emprisonner. J'habitais la même caserne que Rocco Perry et j'ai joué aux cartes avec lui. Je peux seulement dire qu'il était très gentil et qu'il prenait la vie comme elle se présentait. Pendant une génération, Rocco Perry a régné sur le monde interlope. Cependant, les choses ont changé et Rocco doit réfléchir à son avenir au sein du crime organisé. Ce que je connais sur lui me porte à croire qu'il désirait devenir le parrain canadien de la Cosa Nostra. Il espérait peut-être y arriver, mais je ne pense pas qu'il aurait réussi. Il était trop facile à remplacer. Lors de sa libération, Rocco Perry s'est rendu compte que quelque chose avait changé. On sait que des hommes ont pris sa place et ont développé leurs affaires grâce à des alliances avec Magadino, à Buffalo. Rocco Perry était un personnage aimé dans la communauté italienne. Il avait l'image d'un homme bon, qui était impliqué dans le monde du crime, mais qui aidait les gens à résoudre leurs problèmes. Il est probablement le chef de la mafia le plus charismatique et prospère de l'histoire du Canada. C'est le parrain parfait. Le 23 avril 1944, il est allé rendre visite à son cousin à Hamilton. Après le repas, il s'est plaint de souffrir d'une migraine et est sorti prendre un peu d'air. On n'a plus revu Rocco Perry. Beaucoup croient que le roi des contrebandiers d'alcool repose au fond de la baie de Hamilton.